Le duc, lui, souriait en regardant la forêt. Ça marche, dit-il. Le peuple murmure contre les sorcières. Comment t'y prends-tu, fou? Elle blague, oncle. Et les ragots, le peuple a toujours plus ou moins envie de les croire, n'importe comment. Tout le monde respecte les sorcières, mais en vérité, personne ne les aime beaucoup. Vendredi après-midi, songeait-il. Il va falloir que je trouve des fleurs. Et que je mette mon plus haut costume, celui avec les clochettes d'argent. Oh, bon sang. Voilà qui fait plaisir. Si ça continue, fou, tu seras élevé au rang de chevalier. Celle-là, c'était la numéro 302. Et le fou était trop avisé pour ne pas saisir la perche tendue. De grâce, non, oncle, dit-il d'un ton las en ignorant le spasme de douleur qui déformait la figure du duc. Si j'étais chevalier, eh bien, je serais fort mari pour gambader, ma foi, si nombre de chevaliers sont fous, eh bien, pourquoi? Oui, oui, ça va, le coupa sèchement Lord Casquette. Il se sentait déjà beaucoup mieux. Son porridge du soir n'avait pas été trop salé, et le château donnait l'impression d'un certain vide. Il n'entendait plus de voix à la limite de l'audible. Il s'assit sur le trône. Pour la première fois, il s'y trouva parfaitement à l'aise. La duchesse s'assit près de lui, le menton dans la main, et regarda le fou avec une vive attention. Le fou n'aimait pas ça. Il pensait savoir à quoi s'en tenir avec le duc. Il suffisait de patienter jusqu'à ce que sa folie remonte au niveau euphorique. Mais la duchesse, elle, lui fichait franchement la trouille. Les mots ont un très grand pouvoir, semble-t-il, dit-elle. En effet, madame. Tu dois avoir suivi de très longues études. Le fou opina. Le pouvoir des mots l'avait soutenu durant ces années d'enfer à la guilde. Les mages et les sorcières se servaient des mots comme d'outils pour donner vie à autre chose, mais le fou sentait que les mots vivaient eux-mêmes. Les mots peuvent changer le monde, fit-il. Les yeux de la duchesse s'étrécirent. C'est ce que tu as déjà dit. Je reste sceptique. Les hommes forts, eux, changent le monde. Les hommes forts et leurs actes. Les mots ne sont que de la pâte d'amande sur un gâteau. Bien sûr, toi, tu les crois essentiels, tu es un faible, tu n'as rien d'autre. Votre seigneurie se trompe. La main grasse de la duchesse battit une charge impatiente sur le bras de son trône. J'espère pour toi que tu peux justifier ta remarque? Madame, le duc souhaite abattre la forêt, n'est-ce pas? Les arbres parlent de moi, murmura Lord Casquette. Je les entends chuchoter quand je vais faire du cheval. Ils racontent des mensonges sur mon compte. La duchesse et le fou échangèrent un regard. Mais, poursuivit le fou, le projet se heurte à une opposition farouche. Quoi? Le peuple le désapprouve. La duchesse explosa. Quelle importance, rugit-elle. C'est nous qui gouvernons. Le peuple fera ce qu'on lui dit, sous peine d'être exécuté sans pitié. Le fou fit une petite révérence, une cabriole, et agita les mains en un geste conciliant. Mais, mon amour, nous n'aurons plus de peuple, murmura le duc. Pas la peine, pas la peine, jeta désespérément le fou. Vous n'avez pas du tout besoin de faire ça, voilà ce qu'il faut faire. Il marqua un temps d'arrêt et ses lèvres remuèrent rapidement. Vous vous lancez dans un projet ambitieux, un projet de grande envergure pour développer l'industrie de transformation, créer des emplois de longue durée dans les scieries, ouvrir de nouveaux terrains à l'exploitation et réduire la délinquance. Cette fois, le duc eut l'air dérouté. Comment je vais faire ça? Demanda-t-il. Ah bah, téléphoner. Mais tu as dit. Taisez-vous, Casquette, fit la duchesse. Elle posa sur le fou un autre long regard songeur. Comment, au juste, demanda-t-elle enfin, s'y prend-on pour raser les maisons des gens qu'on n'aime pas? Rénovation urbaine, dit le fou. J'avais en tête de les brûler. Alors, assainissement urbain, s'empressa-t-il de rectifier. Et de répandre du sel partout. Ma foi, ça c'est de l'assainissement urbain doublé d'un programme de mise en valeur de l'environnement. Ce serait peut-être une bonne idée de planter aussi quelques arbres. Plus d'arbres, s'écria Casquette. Oh, bien entendu, ils ne survivront pas, l'important c'est de les avoir plantés. Mais je veux aussi lever des impôts, fit la duchesse.
Eh bien, non, oncle, je ne suis pas ton oncle. Tante, proposa le fou. Non. Eh bien, je vous prie, vous avez besoin de financer votre programme ambitieux pour le pays. Pardon fit le duc qui ne suivait encore plus. Il veut dire qu'abattre les arbres, ça coûte de l'argent, expliqua la duchesse. Elle sourit au fou. C'était la première fois qu'il la voyait le considérer autrement que comme un petit cancrelat dégoûtant. Ses yeux gardaient encore l'image du cancrelat, mais il disait « Gentil petit cancrelat, tu as appris un tour. » Fascinant, reprit-elle, mais tes mots peuvent-ils changer le passé? Le fou réfléchit. Encore plus facilement, à mon avis, répondit-il, parce que le passé, c'est ce que se rappellent les gens et les souvenirs sont des mots. Qui sait comment gouverner un roi il y a 1000 ans? Il n'en reste que des souvenirs et des histoires, et aussi des pièces, évidemment. Ah oui, j'ai vu une pièce une fois, dit Casquette. Une bande de rigolos en collant. Ils bragnaient à tout va. Les gens aimaient ça. Tu prétends que l'histoire, c'est ce qu'on raconte aux gens, dit la duchesse. Le fou fit du regard le tour de la salle du trône et tomba sur le roi Grunberry le Bon, 906-967. Est-ce qu'il l'était vraiment fit-il, le doigt tendu. Qui peut le dire aujourd'hui? À quoi était-il bon? Mais il restera Grunberry le Bon jusqu'à la fin des temps. Le roi était penché en avant dans son trône, les yeux luisants. Je veux être un bon monarque, dit-il. Je veux que le peuple m'aime. J'ai envie qu'on se souvienne de moi avec affection. On peut supposer, fit la duchesse, que sur certains plans il était sujet à controverse, que certains faits historiques ont été passés sous silence. Ce n'est pas moi, vous savez, dit le duc très vite. Il a glissé, il est tombé. C'est tout, glissé et tombé, je n'y étais même pas, il m'a agressé, c'était de la légitime défense. Voilà, il a glissé et il est tombé sur sa propre dague en légitime défense. Sa voix baissa jusqu'au seuil du marmonnement. Je n'ai aucun souvenir pour l'instant, murmura-t-il. Il frotta sa main meurtrière, bien que l'adjectif ne fût plus guère approprié. Calmez-vous, mon époux, fit sèchement la duchesse. Je sais que ce n'est pas vous. Je n'étais pas là-bas avec vous, souvenez-vous. Ce n'est pas moi qui ne vous ai pas tendu la dague. À nouveau, le duc frissonna. Et maintenant, fou, reprit Lady Casquette, je disais, je crois que certains faits devraient être clairement établis. Ma foi, que vous n'étiez pas là à ce moment-là, dit joyeusement le fou. C'est vrai que les mots ont du pouvoir, entre autres celui de franchir les lèvres avant qu'on ait eu le temps de les en empêcher. Eussent-ils pris la forme de gentils petits agneaux, le fou aurait suivi des yeux leur bon guilleret jusque dans le lance-flamme que braquait le regard mauvais de la duchesse. « Pas où ça ?» fit-elle. « N'importe où !» répondit en hâte le fou. « Imbécile, tout le monde est quelque part. »« Je veux dire, vous étiez partout, sauf en haut de l'escalier. »« Quel escalier ?»« N'importe lequel, dit le fou qui commençait à transpirer. « Je me souviens clairement ne pas vous avoir vu. » La duchesse l'étudia un moment. « À condition de ne pas l'oublier, dit-elle. » Elle se frotta le menton, ce qui rendit un bruit de râpe très net. La réalité se réduit à quelques misérables mots, as-tu dit. Donc, les mots sont la réalité. Mais comment les mots peuvent-ils devenir l'histoire? C'était une très bonne pièce, la pièce que j'ai vue, rêvassait Casquette. Il y avait des combats et personne n'est vraiment mort. Quelques très bonnes tirades, j'ai trouvé. Nouveau crissement de papier de verre côté duchesse. Fou, pensa-t-elle. Madame, peux-tu écrire une pièce? Une pièce qui fera le tour du monde, une pièce dont on se souviendra longtemps après que les rumeurs se seront tues. Non, madame, il faut un talent en particulier. Mais peux-tu trouver quelqu'un qui l'a, ce talent? Il existe des auteurs, madame. Trouve-en un, murmura le duc. Trouve le meilleur, trouve le meilleur. La vérité jaillira, trouve-en un. La tempête se reposait. Elle n'y tenait pas, mais se reposait quand même. Pendant 2 semaines, elle avait doublé un célèbre anticyclone au-dessus de la mer circulaire. Elle s'était présentée tous les jours, avait traîné sans rien faire dans le front froid, bien contente qu'on lui propose à l'occasion de déraciner un arbre par-ci par-là ou de faire voltiger une ferme jusqu'à telle cité d'émeraude de son choix.
Mais le grand bouleversement climatique n'avait jamais eu lieu. Elle se consolait en songeant que même les très grandes tempêtes du passé, le grand ouragan de 1789 par exemple, ou Zelda la rafale et cette étonnante pluie de grenouilles, avaient traversé des mauvaises passes de ce genre à un certain stade de leur carrière. Ça faisait tout bonnement partie de la grande tradition du temps. En outre, elle avait longuement tenu l'affiche dans les plaines, façon pantomime, en apportant une neige de saison et des gelures au dernier degré à des millions de gens. Elle était toujours remontée dans les montagnes, sans grand-chose d'autre à faire qu'agiter la bruyère. Elle n'avait plus qu'à se résigner. Humaine, elle aurait meublé le temps en portant un chapeau en carton dans une usine de hamburgers. Pour l'heure, elle observait 3 silhouettes qui se déplaçaient lentement sur la lande et convergeaient d'un pas décidé vers un bout de terrain dénudé où se dressait le menhir. Enfin, où il se dressait d'habitude, car on ne le voyait présentement nulle part. Elle reconnut de vieilles amies, des connaisseuses, et elle leur adressa en manière de salut un bref roulement de tonnerre parfaitement hors de saison, qui les laissa complètement indifférentes. « Le foutu caillou s'est tiré, fit le messire du temps. Ils sont pourtant nombreux. » Elle avait la figure pâle. Elle avait peut-être aussi les traits tirés, mais alors tirés à main levée par un dessinateur névrosé. Elle ne donnait pas l'impression de vouloir rigoler, pas du tout. « Allume le feu, Magra, » ajouta-t-elle machinalement. « On se sentira mieux sans doute après une tasse de thé, » fit Nounouog, qui articula sa phrase comme s'il s'agissait d'une incantation. Elle farfouilla dans les replis de son châle. « Légèrement arrosé, » reprit-elle, en sortant une petite bouteille d'eau de vie de pomme. « L'alcool est perfide et obscurcit l'esprit, » dit vertueusement Magra. « Moi, j'y touche jamais à ce truc-là, » dit Messire du temps. « Faut garder les idées claires, Guita. »« Rien qu'une goutte dans le thé, ça s'appelle pas boire, » fit Nounou. « C'est un médicament. »« Le vent d'ici est drôlement frisquet, mes sœurs. »« Très bien, » dit Mémé, « mais rien qu'une goutte. » Elles burent en silence. Mémé finit par déclarer. « Bon, Magra, tu connais tout sur cette histoire de couvent. Ça serait peut-être bien de s'y prendre comme il faut. On fait quoi maintenant ?» Magra hésita. Elle n'osait pas proposer de danser nue. « Il y a une chanson, dit-elle, à la louange de la pleine lune. »« Elle est pas pleine, fit remarquer Mémé. Elle est je sais pas quoi, bombée. »« Gibbeuse, dit Nounou avec obligeance. »« Je crois que c'est la louange des pleines lunes en général, risqua Magra. Et après, on passe par une prise de conscience. On a vraiment besoin de la pleine lune pour ça, j'en ai peur. C'est très important, les lunes. » Mémé posa sur elle un long regard calculateur. « C'est ça la sorcellerie moderne, hein ? Ça en fait partie, Mémé. Il y en a encore bien plus. » La vieille cire du temps soupira. « Chacune son truc, j'imagine. Mais pas question que je laisse un gros caillou rond et brillant me dire à moi ce que je dois faire. »« Oui, fait chier tout ça, chérie Nounou. On n'a qu'à acheter un sort. » C'était la nuit, et le fou suivait les couloirs à pas feutrés. Il avait en outre pris ses précautions. Magra lui avait fait une description haute en couleurs du caractère de Gredin, alors il avait emprunté une paire de gants et une espèce de guimpe en métal dans la réserve de côte de mailles héréditaire du château. Il gagna le débarras, souleva prudemment le loquet, poussa la porte et se plaqua contre le mur. Le couloir s'assombrit légèrement lorsque l'obscurité du local s'y répandit pour se mélanger à celle plus claire qui l'occupait déjà. À part ça, rien. L'indice des boules de fourrure enragées, crachantes et meurtrières à franchir la porte ne décolla pas du zéro. Le fou se détendit et se glissa à l'intérieur. Gredin lui tomba sur le crâne. La journée avait été longue. La pièce n'offrait pas l'ambiance de folle animation à laquelle Gredin s'attendait et aspirait. Seul fait intéressant, la découverte, en milieu de matinée, d'une colonie de souris qui grignotait depuis des générations une tapisserie inestimable, retraçant l'histoire de l'encre et qui en arrivait au roi Murune, 709-745, victime d'un sort horrible, note de bas de page, où intervenaient un tisonnier porté au rouge, des cabinets, 10 livres d'anguilles vivantes, 5 kilomètres de fleuve gelé, un tonneau de vin, 2 oignons de tulipe, un certain nombre de gouttes empoisonnées pour les oreilles, une huître et un costaud armé d'un maillet. Le roi Murune ne se faisait pas facilement des amis. Lorsqu'elles y eurent droit à leur tour.
Il s'était fait les griffes sur un buste du seul vampire royal de l'encre, la reine Grimnir, 1514-1553, 1553-1557, 1557-1562, 1562-1567 et 1568-1573. Il avait fait ses ablutions sur le portrait d'un monarque inconnu, lequel commençait à se dissoudre. À présent, il sentait monter l'ennui et aussi la colère. Il ratissa de ses griffes l'emplacement présumé des oreilles du fou et ne récolta qu'un raclement métallique. « Qui c'est qui est un bon gros chat ?» fit le fou. « Minou, minou, minou !» Ce qui déconcerta Gredin. La seule autre personne à lui avoir jamais parlé comme ça, c'était Nounouog. En dehors d'elle, tout le monde lui jetait du fous-moi le camp de la salmatou. Il se pencha tout doucement, intrigué par la nouveauté de la chose. Côté fou, une tête de chat à l'envers descendit lentement dans son champ de vision. Une lueur d'intérêt se lisait dans le regard mauvais. « Il veut rentrer à la maison, hein, le minou !» reprit-il d'un ton encourageant. « Regarde la porte, elle est ouverte !» Gredin resserra son étreinte. Il avait trouvé un ami. Le fou haussa les épaules avec grande précaution, se retourna et revint dans le couloir. Il redescendit au rez-de-chaussée, traversa la salle, sortit dans la cour, longea le corps de garde et franchit la porte principale où il salua, sans brusquerie, les sentinelles de la tête. « Y a un type qui vient de passer avec un chat sur le crâne », remarqua l'une d'elles au bout d'une ou deux minutes de réflexion. « T'as vu qui c'était ?»« Le fou, je crois bien. » Une pause, de réflexion, elle aussi. La deuxième sentinelle déplaça sa prise sur la hallebarde. « Ah, sale boulot !» dit-elle. « Mais faut bien que quelqu'un s'en charge, j'imagine. » « On va jeter de sort à personne, » fit Mémé catégorique. « Ça a du mal à marcher si la victime le sait pas. » Ce qu'on fait, c'est qu'on lui envoie une poupée à son image percée d'aiguilles. Non, Guita. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de mettre la main sur quelques ongles de ses doigts de pied, insista Nounou avec enthousiasme. Non. Ou quelques cheveux, n'importe quoi, j'ai les aiguilles. Non. Jeter des sorts aux gens, c'est moralement douteux et extrêmement préjudiciable au karma, dit Magra. Eh ben, je vais quand même lui jeter un sort, fit Nounou, à voix basse, comme qui dirait. J'aurais parfaitement pu attraper la mort dans ce cachot, il s'en fichait complètement. On va pas lui jeter de sort, dit Mémé, on va le remplacer. Qu'est-ce que t'as fait de l'ancien roi ? J'ai laissé le caillou sur la table de la cuisine, répondit Nounou, je le supportais plus. Je vois pas pourquoi, fit Magra, il avait l'air très aimable pour un fantôme. Oh, lui, très bien, c'était les autres, dit Nounou. Les autres ? Veuillez sortir une pierre du château, ainsi je pourrais le hanter, bonne mère, qui m'a dit. Ici on s'emmerde comme un rat mort, maîtresse Ogg, si vous me passez l'expression, qui m'a dit. Alors évidemment je l'ai fait. Mais t'as vu que les autres, ils m'écoutaient. Oh ouais, qui se sont dit tout le monde en route, c'est le moment de prendre un peu de vacances. Rien contre les fantômes, surtout contre les fantômes royaux, ajouta-t-elle en loyale sujette. Mais ma chaumière, c'est pas un endroit pour eux. Je veux dire, il y a une femme en char qui hurle à tue-tête dans la buanderie. Je te demande un peu. Plus 2 ou 3 gamins dans l'arrière-cuisine, des bonshommes sans tête dans tous les coins, quelqu'un qui braille sous l'évier, et puis un petit zig poilu qui se promène, l'air perdu et tout. C'est pas normal. Tant qu'ils nous embêtent pas ici, dit Mémé, on veut pas d'hommes autour de nous. C'est un fantôme, pas un homme, fit Magra. Entrons pas dans les détails, répliqua Mémé d'un ton glacial. Mais vous pouvez pas remettre l'ancien roi sur le trône, dit Magra. Les fantômes peuvent pas gouverner. La couronne leur tiendrait pas sur la tête, elle leur passerait au travers. On va le remplacer par ton fils, décida Mémé. Une vraie succession. Oh, on a déjà décidé de discuter de tout ça, objecta Nounou. Dans une quinzaine d'années, peut-être, mais ce soir, la coupa Mémé. Un enfant sur le trône, il n'y aurait pas 5 minutes. Pas un enfant, dit tranquillement Mémé. Un homme adulte. Tu te souviens d'Alice sur Estari ? Il y eut un silence. Puis Nounouog se tassa sur elle-même. Bordel de merde, murmura-t-elle. Tu vas pas te lancer là-dedans tout de même. Je compte bien essayer un goût. Bordel de merde, répéta Nounou tout doucement avant d'ajouter. T'as bien réfléchi, hein ? Oui.
Coup de voix, Esmé. Je veux dire, Alice la Noire, c'est une des meilleures. Je veux dire, toi, t'es très bonne pour la tétologie, pour réfléchir, tout ça. Je veux dire, Alice la Noire, elle faisait ni une ni deux, elle y allait. Tu prétends que je pourrais pas y arriver, c'est ça? Excusez-moi, fit Magra. Non, non, bien sûr que non, répondit Nounou qui l'ignora. Bon. Seulement, elle était, tu sais, la moyenne des sorcières, comme a dit le roi. Doyenne, corrigea Mémé qui avait vérifié le mot depuis, pas moyenne. Excusez-moi, refit Magra, plus fort cette fois. Qui c'était Alice la Noire? Et surtout, ajouta-t-elle aussitôt, je veux pas de ces regards entendus entre vous et ces parlottes sur moi. Il y a 3 sorcières dans ce convent, vous rappelez? T'étais pas encore née, Nounouog. Moi non plus d'ailleurs, elle vivait du côté de Skund. Une sorcière très forte. Ah, ce qu'on raconte, fit Mémé. Une fois, elle a changé une citrouille dans le carrosse royal, dit Nounou. Du tape à l'œil, fit Mémé. Ça rend service à personne de s'amener dans un bal en puant la tarte au potiron. Et cette histoire de pantoufles de verre, dangereux à mon avis. Mais son meilleur coup, poursuivit Nounou sans tenir compte de l'interruption, ça a été de plonger dans le sommeil tout un palais pendant 100 ans jusqu'à... Elle hésita. Je me souviens plus. Est-ce qu'il y avait des rosiers dans celui-là? Ou des rouets? Je crois qu'une princesse devait toucher... Non, il y avait un prince, c'est ça. Toucher un prince? Fit Magra mal à l'aise. Non, c'est lui qui devait l'embrasser. Très romantique qu'elle était, Alice la Noire. Elle mettait toujours un peu de romanesque dans ses sorts. Ce qu'elle préférait, c'était le coup de la fille et de la grenouille. Pourquoi on l'appelait Alice la Noire? Les ongles, répondit Mémé. Et les dents, ajouta Nounou. Elle aimait les sucreries. Elle habitait dans une vraie chaumière en pain d'épices. 2 gamins ont fini par la pousser dans son propre four, révoltant. Et vous allez plonger le château dans le sommeil? Demanda Magra. Elle a jamais plongé le château dans le sommeil, dit Mémé. C'est que des histoires de vieilles femmes, ça, ajouta-t-elle en lançant un regard mauvais à Nounou. Elle a juste un peu étiré le temps. C'est pas aussi dur qu'on le croit. On fait ça sans arrêt. C'est comme du caoutchouc, le temps. On peut l'étirer comme on veut. Magra allait contester. Ce n'est pas vrai, le temps c'est le temps, chaque seconde dure une seconde, elle est faite pour ça, c'est son boulot. Alors elle se souvint des semaines qui avaient filé à toute vitesse, et d'après-midi qui avaient duré une éternité. Certaines minutes avaient paru des heures, certaines heures avaient passé si vite qu'elle ne s'en était même pas rendue compte. Mais c'est seulement la perception des gens qui change, dit-elle, non? Oh si, je me mets évidemment, c'est rien d'autre. Ça fait une différence. 100 ans, c'est peut-être un peu abusé, remarque, dit Nounou. Mais t'as vu qu'15, ça ferait un compte bien rond. Ça veut dire que le gamin en aurait 18. On jette le sort, on va le chercher, il révèle sa destinée et tout rentre dans l'ordre. Magra s'abstint de tout commentaire. Les destinées ont l'air évidentes quand on en parle, toujours, se disait-elle. Mais dès lors qu'elles concernent des êtres humains, impossible de garantir quoi que ce soit. Nounouog se cala pourtant confortablement et versa une autre mesure généreuse d'eau de vie de pomme dans son thé. Ça pourrait marcher, dit-elle. Un peu de paix et de tranquillité pendant 15 ans. Si je me souviens bien du sort, une fois qu'on l'a acheté, faut aller voler autour du château avant le chant du coq. C'est pas à ça que je pensais, dit Mémé. Ce serait pas bien. Casquette resterait roi pendant tout ce temps-là. Le royaume serait toujours malade. Non, ce que je pensais faire, c'est déplacer tout le royaume. Elle regarda ses collègues, la figure épanouie en un large sourire. Tout l'encre? Fit Nounou. Oui. 15 ans dans le futur? Oui. Nounou considéra le balai de Mémé. Un engin de bonne facture, fait pour durer, en dehors d'un petit problème de temps en temps au démarrage. Mais il y avait des limites. T'y arriveras pas, dit-elle. Tu feras pas le tour de tout le royaume là-dessus. Faut monter jusqu'à Lamapoudre au nord et redescendre jusqu'au mont de Drumlin au sud. Tu pourrais pas emporter assez de magie. J'y ai pensé, fit Mémé. Sa figure s'épanouit encore en un large sourire. Un sourire terrifiant. Elle expliqua son plan. Un plan terrible. 1 minute plus tard, les sorcières repartaient en hâte vers leurs tâches respectives. La lande était à nouveau déserte. Elle resta un moment silencieuse, en dehors des couinements des chauves-souris et du bruissement occasionnel du vent dans la bruyère. Puis, du marécage voisin monta un bouillonnement.
Tout doucement, couronné d'une touffe de sphaigne, le menhir émergea et inspecta le paysage d'un air d'extrême méfiance. Gredin était ravi. Il avait d'abord cru que son nouvel ami l'emmenait à la chaumière de Magra, mais pour une raison quelconque, le fou avait quitté le sentier dans le noir pour faire un tour en forêt, dans un secteur qui avait toujours eu les faveurs de Gredin. Un territoire de tertres, de fondrières cachées et de petits marais profonds, embrumés même par beau temps. Gredin y venait souvent, au cas où un loup y aurait cherché refuge pour la journée. Je croyais que les chats savaient retrouver tout seuls le chemin de chez eux, marmonna le fou. Il se maudit tout bas. Il eût été facile de ramener la maudite bestiole chez Nounouog, qui n'habitait qu'à quelques rues, presque sous les murs du château. Mais il avait alors eu l'idée de la remettre à Magra, pour l'impressionner, s'était-il dit. Les sorcières adorent les chats. Elle se sentirait du coup obligée de l'inviter à entrer pour une tasse de thé, n'importe quoi. Il mit le pied dans un autre trou plein d'eau. Quelque chose gigota par en dessous. Le fou gémit et recula sur un champignon tumescent. Écoute, le chat, dit-il. Faut descendre, d'accord, comme ça tu trouveras le chemin de chez toi et moi, je te suis. Les chats sont fortiches pour voir dans le noir et retrouver leur chemin, ajouta-t-il encourageant. Il leva la main. Gredin lui planta ses griffes dans le bras en guise d'avertissement amical et s'aperçut avec surprise que ça n'avait aucun effet sur les côtes de maille. Ça, c'est un gentil chat, ça, dit le fou en le reposant à terre. Vas-y, trouve le chemin de la maison, n'importe quelle maison. Le sourire de Gredin s'effaça peu à peu, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le chat. Ça flanquait presque autant la chair de poule que l'inverse. Il s'étira et bâilla pour cacher son embarras. Se faire traiter de gentil chat au beau milieu d'un de ses terrains d'affût favoris n'allait pas arranger son image de chasseur. Il disparut dans les broussailles. Le fou écarquilla les yeux dans l'obscurité. Il s'aperçut qu'il aimait bien les forêts, mais de loin, comme qui dirait. C'était bien de les avoir là, mais les forêts qu'on a en tête ne ressemblent pas tout à fait à celles au cœur desquelles, par exemple, on se perd. Il y pousse davantage de gros chênes et moins de ronces. On promène de jour, quand les arbres n'ont pas de visage malfaisant ni de branches qui vous écorchent. Les arbres de l'imagination sont de fiers géants de la forêt. La plupart de ceux que distinguait le fou ressemblaient à des gnomes végétaux, vulgaires treilles pour le lierre et les moisissures. Il savait confusément qu'on pouvait déterminer la direction du moyeu en observant de quel côté des arbres poussait la mousse. Un rapide examen des troncs les plus proches lui apprit, au mépris de toute géographie classique, que le moyeu se trouvait dans tous les sens. Gredin s'était évanoui. Le fou soupira, retira sa cotte de maille protectrice et tintinabula doucement dans la nuit, à la recherche d'un terrain plus en hauteur. Un terrain en hauteur, ça semblait une bonne idée. Celui sur lequel il se tenait pour le moment avait l'air de trembler. Il était sûr qu'il n'aurait pas dû.